Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les travaux assez singuliers de Léo Frobunus, un ethnologue allemand du début du XXe siècle. On va s'appuyer sur une analyse de son parcours, de ses théories sur les civilisations africaines, des théories qui fascinent encore aujourd'hui et qui font pas mal débat. Oui, tout à fait. Frobunus, c'est un nom important, même si controversé. Notre source, elle se penche surtout sur son livre sur l'Atlantide, oui, l'Atlantide, et ses recherches sur la culture Yoruba, au Nigeria actuel principalement. Il voit des liens assez incroyables avec des civilisations méditerranéennes anciennes. Des liens stupéfiants, oui. C'est ça qui est au cœur de sa thèse la plus connue. L'idée, c'est donc de voir qui était cet homme, comment il voyait les cultures africaines, et de comprendre cette idée un peu folle d'une culture atlantique là-bas. D'ailleurs, notre source mentionne une rencontre qui l'aurait marqué. En 1892, un Africain de l'Ouest lui aurait dit « Dans mon pays, tout homme est, d'ancienneté, une grosse pierre ». Oui, une phrase énigmatique qui l'aurait bouleversé, apparemment. Ça donne le ton du personnage. Alors, Léo Frobenius, 1873-1938, c'était, oui, un personnage hors norme. Explorateur, très autodidacte, il faut le voir comme un vrai précurseur. L'analyse qu'on utilise insiste bien là-dessus. Il est parmi les tout premiers Européens à regarder l'art africain pour ce qu'il est, pour sa beauté propre. Bien avant la mode de l'art nègre. Et il a aussi développé cette idée d'air culturel, les Kulturkreise. Des sortes de zones, quoi, qui partagent des traits culturels pour cartographier un peu tout ça. D'accord. Et pourtant, malgré ça, ça n'a pas été simple pour lui au début. Ses idées ont eu du mal à passer, c'est ça? Ah oui, clairement. Dès 1898, il sort des travaux où il parle d'unité culturelle africaine. Et là, l'analyse rappelle bien le contexte. L'université était dominée par l'évolutionnisme, cette idée d'échelle des civilisations, où l'Afrique était tout en bas, barbare. Donc sa vision, elle est complètement à contre-courant. Comment il a réagi face à ce rejet? Ben, il a persisté, il critiquait ouvertement les préjugés de son temps, il affirmait l'intelligence, la richesse des cultures africaines. Notre source cite cette phrase forte: «L'idée du nègre barbare est une invention européenne». Carrément. Ah oui, quand même. Ça a dû lui coûter cher académiquement parlant. Exactement. Ça l'a tenu à l'écart du monde universitaire officiel pendant très longtemps, jusqu'en 1932. Du coup, il s'est concentré sur le terrain, l'exploration personnelle. C'est là, sur le terrain, qu'il va forger cette idée de culture atlantique. C'est ça. L'analyse met en avant son voyage au Congo, où il pensait trouver des traces de civilisation très anciennes bien préservées. Il identifie plusieurs cultures, comme il disait, et parmi elles, cette fameuse culture atlantique, sur la côte ouest. Et il va l'associer très fort au Yoruba. Les Yoruba, ils deviennent centraux dans ces théories. Qu'est-ce qui l'a tant marqué chez eux, d'après notre source? C'est surtout à Ifé, la ville sainte Yoruba. C'est là qu'il fait des découvertes qui, pour lui, confirment ses intuitions. Les fameuses têtes en terre cuite d'Ifé, magnifiques. Un style très naturaliste qui lui a rappelé l'art grec classique. Ça l'a beaucoup frappé. D'accord. L'art donc, mais pas seulement. Non, non. L'analyse insiste aussi sur son étude de la cosmogonie Yoruba, leur vision du monde, quoi, avec 16 dieux principaux. Et là, il fait un parallèle audacieux, disons, avec la cosmologie étrusque et leurs 16 régions célestes. Et aussi avec l'oracle de Fa. L'oracle de Fa? Oui, un système de divination important en Afrique, de l'Ouest, basé aussi sur 16 figures principales issues de la géomancie. Cette technique d'interprétation des signes au sol ou de figures aléatoires. 16, 16, 16. Il voit un motif là. D'accord. Mais comment il passe de ces parallèles à une civilisation méditerranéenne carrément disparue? C'est l'accumulation d'indices, précisément. Et l'auteur de notre source, il détaille bien cette méthode comparative un peu foisonnante de Frobenius. Il liste plein d'analogies culturelles entre cette culture atlantique, Yoruba, et le monde méditerranéen d'avant les Grecs. En architecture, par exemple, les maisons à impluvium, cette cour intérieure pour recueillir l'eau, comme à Rome. Bon, côté art, des ressemblances dans les poteries, les perles de verre, la sculpture. Les symboles aussi, la main, le svastika, la rosette, des choses qu'on trouve des deux côtés selon lui. D'accord, donc architecture, art, symbole. Oui, et même les mythes
Il compare le couple soleil mâle, lune femelle, l'œuf cosmique et l'organisation sociale, l'héritage qui passe de l'oncle au neveu côté maternel, certains rites aussi, comme l'oracle, ou même la prostitution sacrée. C'est une sacrée liste, en effet. Même si on peut imaginer que chaque point pourrait être débattu, l'accumulation est frappante. Et pour lui, tout ça mène où? À l'Atlantide de Platon. C'est la conclusion spectaculaire qu'il en tire, oui. Et que notre source analyse bien. Frobenius, c'était clair. Tous ces éléments étaient les restes du royaume de Poséidon que Platon décrit. Il voyait la culture Yoruba, avec sa mythologie, sa vision du monde, si cohérent, comme un reflet vivant, presque intact, de cette civilisation méditerranéenne antique, oubliée en Europe, mais préservée en Afrique. C'est vertigineux comme idée. Très spéculatif, on imagine. Comment cette théorie a-t-elle été reçue? Et plus largement, son travail, quel impact ça a eu, d'après l'analyse? Alors, l'analyse est claire. Sa théorie sur l'Atlantide Yoruba, bon, aujourd'hui, elle est très largement rejetée par les scientifiques, hein, soyons honnêtes. Mais l'impact de Frobenius, lui, il est indéniable. Il est reconnu comme un pionnier. Il a collecté, étudié l'histoire, les arts africains, à une époque où, franchement, peu le faisaient, avec ce sérieux-là. Et comme le dit Jean Servier, qui est cité dans notre source, ces livres ont vraiment joué un rôle dans l'éveil d'une conscience africaine. Ils ont aidé à redonner une profondeur historique, une dignité à ces cultures face au discours colonial dominant. D'accord, donc si on résume ce que cette analyse nous dit, Frobenius, c'était une figure complexe. Un pionnier, certes, mais controversé. Il a défié les préjugés, mis en lumière la richesse des cultures africaines. Quitte à faire des ponts historiques, audacieux, comme celui entre les Yorubas et l'Atlantide. C'est exactement ça. Et au-delà de l'Atlantide, qui est un peu la partie la plus spectaculaire, l'analyse met aussi en lumière autre chose d'intéressant chez lui. C'est son insistance sur l'unité, la cohérence de la vision du monde Yoruba. Il la décrivait comme un tout, organique. Le passé, la religion, l'État, la vie quotidienne, tout était lié. Et il opposait ça à ce qu'il voyait comme la fragmentation, les contradictions de la vie moderne en Occident. Intéressant. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir, soulevée par cette exploration de ces idées. Face aux changements, aux influences extérieures, qu'est-ce que ça implique de préserver ou de voir se transformer ces visions du monde aussi intégrées? Qu'est-ce qu'on y perd? Qu'est-ce qu'on y gagne? Voilà, matière à réflexion.